Stéphane sont en colère. Comme de nombreux propriétaires, ils ont acheté un appartement dans un grand chalet. Ce chalet s'appelle Catastrophe, mais une catastrophe qui a coûté quand même la bagatelle de 125 000 € l'appartement. Inutile de vous dire qu'ils ne veulent pas que l'on en reste là. Ils nous rejoignent sur le plateau de Sans aucun doute. Dans cette affaire, il y a deux propriétaires qui ont dépensé 125 000 € chacun pour un appartement aux finitions approximatives. Face à eux, deux promoteurs qui réfutent toute idée de malfaçon. Pour Sans aucun doute, c'est une nouvelle affaire qui commence tout de suite. Ah oui, Stéphane, bonsoir, merci d'être sur le plateau de Sans aucun doute. Nous allons voir un reportage, donner des coups de fil. Vous avez donc acheté, c'est votre résidence principale, précisons-le, un appartement dans un grand chalet à la montagne. Et c'est un peu, d'après ce que vous nous dites, ni fait ni à faire. Alors, ce qui vous déçoit le plus dans ce chalet, c'est quoi, vous, monsieur, par exemple ? C'est par rapport à la prestation qu'on nous a indiquée. On nous a indiqué des prestations de qualité. Les prestations de qualité ne sont pas forcément à la hauteur de ce que l'on avait espéré. Combien avez-vous payé le vôtre ? 125 000 € exactement. Et vous, monsieur, pareil ? Également, oui. Et qu'est-ce qu'il y a de plus hallucinant dans l'immeuble ? Chez les voisins, chez... Les problèmes sont toujours les mêmes, c'est ni fait ni à faire. C'est les problèmes de porte, c'est les problèmes de cloison, problème d'isolation phonique également, qui est vraiment général au bâtiment. On entend tout ce qui se passe chez le voisin ? Ah, complètement, dans la cage d'escalier, etc., etc. Vous le comprenez bien, ce chalet visiblement semblerait avoir été bâti sur des bases qui ne sont pas très saines, c'est le moins que l'on puisse dire. Reportage maintenant, il est signé Anouk Julien, coup de fil ensuite pour essayer d'avoir des explications et réparations. C'est parti. Nous sommes à quelques kilomètres de la frontière suisse. Dans ce chalet, 26 appartements ont été vendus. Au loin, on a l'impression qu'il fait bon vivre d'habiter ici, mais il ne faut pas s'approcher car les malfaçons sont nombreuses et inquiétantes. En fait, depuis que les propriétaires se sont installés en 2002, la résidence n'est pas terminée. Le matériel installé est abîmé. Pour ceux qui ont fait confiance aux promoteurs, c'est un cauchemar. On voulait cet appartement, donc on a fait confiance à cette personne-là, et puis on n'aurait pas dû. C'est inadmissible pour le prix qu'on a payé cet appartement neuf. On a un truc qui n'en vaut pas la chandelle, quoi, en fait. C'est un beau parleur. Il sait vendre, mais après, chacun se débrouille. On a payé pour quelque chose qu'on devrait obtenir. On veut pas plus, on veut ce qui était convenu au départ. Alors, qu'est-ce qui était convenu au départ ? Il devait s'agir d'une résidence haut de gamme livrée avec des prestations de qualité. Mais le résultat est tout autre. Selon les copropriétaires, rien à voir avec ce qui était prévu. Et même pire, les défauts et les dégâts n'arrêtent pas de les surprendre. Chez moi, le gros problème, c'est en fait on a un regard d'égout qui passe à l'intérieur de notre appartement. Ce type de regard, ça ne doit pas être dans un appartement privatif. Ça doit être dans une partie commune où on peut avoir un accès facilement et puis, éventuellement, s'il y a des débordements, pas chez les gens, quoi. Parce que donc, ce qui s'est passé il y a donc une semaine, tout a débordé ici, c'est allé jusque notre salon. Donc, l'odeur, c'est une horreur. Et depuis, l'odeur est permanente, ça sent les égouts chez nous, quoi. Pour Fabien ou pour Hervé et Ludivine qui viennent de débourser 125 000 € pour leur appartement de 75 mètres carrés, la situation est scandaleuse. Depuis quelques semaines, un nouveau problème est apparu, le toit s'affaisse. Les copropriétaires s'inquiètent d'un éventuel effondrement. C'est en fait une poutre qui vient de lâcher. Et c'est celle de soutènement apparemment qui a lâché au niveau de l'attache. À l'intérieur, les dégâts liés au toit qui s'affaisse commencent à apparaître, le plafond se fissure. Comme le toit s'est affaissé entre 5 et 10 cm au bout, c'est-à-dire au niveau de la flèche, donc là, automatiquement, on a tout le placo qui est fissuré. Comme tous les autres résidents, Stéphane se pose de sérieuses questions. Doit-il se sentir en sécurité quand il est chez lui ? Regardez bien ce mur dans la chambre de sa fille, il bouge énormément. C'est construit n'importe comment. La plaque de placo, il n'y a aucune vis parce que c'est pas possible. Même si les vis ne seraient serrées, toute la longueur ne devrait pas bouger. Et les problèmes de construction ne s'arrêtent pas là. Récemment, un des principaux poteaux qui tient l'immeuble a cédé. On a la poutre centrale qui appuie sur un poteau en béton. Le problème, c'est que la liaison entre cette poutre et ce poteau en béton est fissurée. Il a été, comme on peut le voir, avec un petit peu de ciment simplement calfeutré, mais je ne suis pas sûr que la solidité soit vraiment à toute épreuve.
Le problème, c'est que cette poutre est quand même assez importante. Elle tient notamment le plus grand balcon qui se situe tout en haut. Chez Hervé, la terrasse de son appartement ne tient pas. Il a été obligé de trouver lui-même une solution pour éviter l'effondrement. J'ai été obligé d'amener des pierres pour consolider parce que ils ont posé la terrasse sur du sol qui est complètement meuble. Donc elle a tendance à tomber. Donc on a mis ces pierres pour un petit peu la retenir. Parce que je pense que dessous c'est du gravier. Hein. Donc ça risque de tomber. D'ailleurs on voit qu'il y a des morceaux déjà qui sont partis. Donc je pense que la terrasse elle va descendre un jour ou l'autre, quoi. Et toutes les terrasses posent un étonnant problème. Il n'y a pas de séparation. C'est en fait une grande terrasse collective. On peut aisément se promener chez tout le monde. Et là, c'est chez les voisins à nouveau, là. Donc si vous voulez, on peut y aller. Donc là, c'est pareil, leur séparation, elle est là. Leur terrasse, elle est là. Donc moi, là, je passe chez eux tranquille. Autre souci, les résidents seraient gênés par le bruit. Les cloisons seraient mal insonorisées. Cette expertise faite à la demande des propriétaires est formelle. Le pire, c'est que dans ce chalet très particulier, les copropriétaires ne peuvent même pas avoir recours aux assurances, car le promoteur n'aurait jamais remis une attestation de réception de fin de travaux. Et pour cause, cette résidence est-elle vraiment terminée ? Là, on a encore eu dernièrement une lettre qui nous disait que ce serait fini au 10 novembre. On est le 17, il n'y a rien qui est... Il y a des choses qui ont été entamées, mais rien n'est fait, quoi. Et donc ça bouge pas. Et donc ça fait 2 ans que ça dure. Ça fait 2 ans qu'ils nous baladent en nous disant oui, je vais faire ci, je vais faire ça, mais il n'y a rien qui avance, quoi. Rien du tout. Alors pourquoi le promoteur ne fait-il pas des travaux? Comment peut-il laisser des gens dans cette situation? D'après nos informations, le promoteur a en fait acheté ce chalet en 1994. À l'époque, il était destiné à accueillir des colonies de vacances, puis après un incendie, il a transformé ce bâtiment en résidence dans le but de commercialiser des appartements. Pour Hervé et Ludivine, il s'agit de leur premier achat immobilier. Ce jeune couple s'est endetté sur une période de 23 ans. C'était pour nous un gros investissement. Financier. Donc, et aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que on estime les prestations de qualité pas à la hauteur de notre investissement. Pour Hervé et Ludivine, le promoteur est loin d'être un professionnel. Et après s'être renseigné sur lui, ils ont fait quelques découvertes. On s'est rendu compte que le promoteur immobilier à qui on avait affaire pour la négociation des appartements était en fait un huissier de justice. L'huissier de justice a-t-il le droit de vendre des appartements? Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ses clients sont désemparés. Les multiples relances ne servent à rien, la résidence est toujours dans le même état. Alors Hervé et Frédéric décident d'y aller munis d'une caméra cachée. Il lui présente un des nombreux courriers qui l'engageait à finir les travaux avant le 10 novembre dernier. Ça fait 2 ans que vous cassez les pieds, avec des revendications. Je vous casse les pieds. On vous casse les pieds. Le ton monte et puis le promoteur écourte la discussion. Il se lève direction la porte pour Hervé et Frédéric. S'ils ne sont pas contents, le promoteur leur conseille de vendre leur appartement. Ça fait 2 ans que vous envoyez des lettres. Si l'appartement est ça va pas vendre vite et... Mais on ne peut pas le vendre. Logiquement, la loi nous interdit de le vendre. Le toit est descendu de 10 cm. À quand il s'envole? À quand il s'envole? Et là, le promoteur s'emporte. Vous savez ce que je pense de vous? Vous pouvez dire ce que vous voulez de moi, mais monsieur, je ne vous considère pas. Parce que vous êtes un arnaqueur. Je n'irai pas plus loin. Je suis habitué à ce genre. Je suis habitué à ce genre de négociation. Donc vous, on va être clair. Je ne vous aime pas, vous ne m'aimez pas. Ça, moi non plus. Donc c'est très clair. Donc, je ne veux pas discuter avec vous. Hervé et Frédéric repartent énervés. Ils sont convaincus qu'une fois de plus, l'entretien n'a servi à rien. L'enquête est signée Anouk Julien pour Sans aucun doute. Aujourd'hui, messieurs, et je suppose les autres propriétaires aussi, qu'attendez-vous de cette émission Sans aucun doute? Déjà d'avoir une résidence qui est propre en ordre et un achèvement de fin de travaux avec une date vraiment butoir, vraiment précise, qui s'engage vraiment personnellement. C'est, je pense, quand on fait un achat immobilier, on aimerait avoir une date définitive et pas que ça dure 2 ans. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a de la mauvaise volonté? Qu'est-ce qui, pour vous, fait que ça bloque à ce point? Pour moi, personnellement, c'est même plus il n'y a plus de volonté du tout. Pour lui, c'est fini. Pour lui, c'est fini. Il a encaissé ses chèques.
Il a encaissé tout ce qu'il avait encaissé. Et ce qu'on souhaiterait aussi également, c'est un dédommagement financier pour l'isolation phonique qui n'est pas aux normes, puisque évidemment on ne va pas tout recasser pour tout refaire. Donc on voudrait récupérer cette partie-là qu'on a payée dans le prix de nos appartements, mais dont on ne bénéficie pas. Alors tout de suite un premier point, Maître Novakovic, avant de donner les premiers coups de fil. Ce sont donc 2 frères qui sont promoteurs, dont l'un des 2 est huissier de justice. Alors, on a le droit de se poser la question, est-ce qu'un huissier de justice a le droit, ou un avocat ou un notaire a le droit d'avoir 2 activités, c'est-à-dire promoteur et huissier? Alors, le décret du 29 février 56 prévoit expressément que l'huissier a éventuellement la possibilité d'exercer des activités accessoires à la condition d'être autorisé par monsieur le procureur général près la cour d'appel. Qui vous a vendu l'appartement? On est passé par l'intermédiaire d'une agence immobilière. D'accord. De temps en temps, on voyait ce promoteur, de temps en temps sur le chantier notamment, lors des réunions ou même occasionnellement quand on voulait voir où en était l'avancement des travaux. Mais c'est vrai que c'est l'agence immobilière qui nous l'a vendu. Après, au niveau du notaire, c'est vrai que chez le notaire, c'était lui qui était présent, l'agence immobilière n'était plus. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un tourne le dos comme ça, Sylvie Novakovic, d'après ce que nous disent nos amis, qu'est-ce que l'on fait pour, on va donner des coups de fil, nous bien sûr, mais pour qu'on vienne constater que les travaux n'ont pas été terminés et que l'on les termine? Alors, 2 solutions. Première solution, saisir monsieur le président du tribunal de grande instance, donc en référé, afin d'obliger l'entrepreneur à terminer les travaux sous astreinte financière par jour de retard. Autre solution, une expertise judiciaire, et l'expert judiciaire pourra constater les malfaçons et non-façons, et alors on pourra alors chiffrer réellement le préjudice financier et moral. Nous allons commencer donc par appeler ce promoteur, l'un des 2 frères, pour avoir simplement une explication. Compte-t-il finir le chantier, se rendre sur place, faire ce qu'il faut? C'est parti, la régie fait maintenant le numéro. Dans un instant, la suite de cette affaire. Après plusieurs tentatives infructueuses, nous réussissons à joindre les promoteurs. Je vous appelle pour savoir où ça en est au niveau de la fin des travaux. On considère, nous, que ça a été bien avancé. Quand vous me dites que c'est pas fait, pas à faire, je partage pas votre avis. Le dialogue est mal engagé. Les promoteurs considèrent que le travail a été parfaitement exécuté. La suite des négociations dans un instant. Il y a quelques instants, nous vous racontions l'histoire de Hervé et Stéphane. En 2002, ils font l'acquisition chacun d'un appartement de 75 mètres carrés pour la somme de 125 000 €. Les appartements font partie d'un chalet haut de gamme qui doit offrir des prestations de qualité. Mais rapidement, ils découvrent que l'immeuble est truffé de malfaçons. Sur le plateau, nous décidons de joindre les promoteurs. Nous allons commencer donc par appeler ce promoteur, l'un des 2 frères, pour avoir simplement une explication. Compte-t-il finir le chantier, se rendre sur place, faire ce qu'il faut? C'est parti, la régie fait maintenant le numéro. C'est Stéphane qui s'adresse au promoteur et tente de lui faire admettre ses torts. Ce dernier nie fermement la moindre malfaçon dans le chalet. Quand vous me dites que c'est pas fait, pas à faire, je suis désolé une fois de plus, j'y suis allé le jour même ou le lendemain, comme je vous l'ai dit, là. Je partage pas votre avis. Maître, oui, bonjour maître, excusez-moi de vous déranger, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1, je suis aux côtés donc de Hervé Martin et Stéphane Pezzoli parce que dans le cadre des enregistrements de nos émissions et des enquêtes que nous menons, c'est vrai que nous essayons tout simplement de comprendre ce qui se passe avec leur chalet. Donc nous nous sommes rendus nous-mêmes sur place pour filmer un petit peu le chalet. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même quelques finitions qui n'ont pas été réalisées. Donc, Monsieur Courbet, on les finira, ces finitions. Bon. Maître, qu'est-ce que vous contestez sur le fond par rapport à... Il vous a certainement déjà fait une petite liste. On va contrôler cette liste, on va voir ce qu'il y a à faire. Parce que le gros problème... Ce dossier-là, il s'en occupe pas. Je ne peux pas vous parler plus longtemps, Monsieur Courbet. Bonne journée. Voilà. Voilà, donc c'est vraiment, de toute façon, c'est à chaque fois comme ça, c'est coupé, on n'a aucune discussion. Bon, en plus, la liste, elle est faite en date du 26 septembre 2003. Vous lui avez envoyé. Le conseil syndical s'est réuni ensemble, on a fait lister point par point avec des photos. Il a eu un exemplaire de cela et apparemment, il ne veut pas prendre en charge tout, il conteste.
Une petite question, dans la mesure où on passe par une agence qui est donc l'intermédiaire et on se tue dans cette émission à rappeler que le seul interlocuteur de l'acheteur, c'est celui qui lui vend le produit. Est-ce que l'agence a une responsabilité là-dedans? En l'occurrence, non. C'est vraiment le promoteur qui est responsable. Ce sont les travaux qui ne sont pas terminés. Ce sont des malfaçons. Il y a un grave problème d'isolation phonique. Et ça, notre interlocuteur s'est bien gardé d'en parler. Et c'est un problème essentiel. Et j'ai bien peur, compte tenu de son attitude, qu'une expertise judiciaire ou amiable soit indispensable. Je crois aussi. Nous allons quand même essayer maintenant, dans un deuxième temps, d'appeler le syndic de l'immeuble pour leur demander tout simplement pourquoi ils n'ont pas lancé la procédure que vous avez demandée. Qu'est-ce que vous avez demandé exactement? Qu'ils le mettent en demeure face à ses responsabilités. Officiellement, vous avez demandé au syndic, hein? Officiellement, c'est demandé. Il y a l'accord de tous les propriétaires. C'est passé. Ils n'ont pas bougé. Le syndic ne bouge pas. Bon. En attendant d'avoir des nouvelles donc de l'un des deux promoteurs, huissier ou non, essayons maintenant d'appeler le syndic pour leur poser une seule question. Pourquoi, quand les copropriétaires vous demandent de faire une action, vous ne la faites pas? C'est parti, la régie fait maintenant le numéro. Le syndic ne répond pas. Julien Courbet décide alors de joindre le second promoteur qui n'est autre que le frère du premier. Information importante, il est huissier de justice. Huissier, bonjour. Ah, j'ai dû faire un mauvais numéro, je voulais la SCI. Oui, ici aussi. La SCI et l'étude, c'est le même numéro, c'est ça? Disons que oui, il y a un bureau à l'intérieur de l'étude, oui. Donc, pardon, à l'intérieur de l'étude, oui. il y a la SCI. Voilà, oui, il y a quelqu'un qui s'en occupe, oui. D'accord, ok. Ce matin, une secrétaire, oui. Bonjour madame, maître Novakovic. Simplement, je voudrais que cet huissier, donc promoteur, souligne, j'entends souligner qu'il regarde bien le décret du 29 février 1956. On ne doit pas savoir qu'il est huissier quand Absolument. on fait d'autres affaires avec lui. Bon là, c'est difficile de ne pas le savoir, puisque quand vous appelez l'autre activité, on vous dit Absolument. étude d'huissier, bonjour. Merci madame. Merci, je vous en prie. Au revoir. Le promoteur, également huissier de justice, est absent. Sa secrétaire va lui faire part de notre appel. Aujourd'hui, on sait, Maître Novakovic, qu'ils ont en urgence 3 lettres recommandées à faire. Une au Conseil de l'Ordre, une à l'huissier lui-même, une au syndic. Et ensuite, la machine judiciaire. Voilà. Je pense que face à ces lettres recommandées, tout le monde réagira. Il faut leur laisser 10 jours. Et si personne ne réagit, il faudra à ce moment-là lancer la machine judiciaire. Et je suis persuadée que les juridictions seront extrêmement répressives, car il y a non seulement une mauvaise foi, mais je pense aussi manifestement une violation d'un décret. À moins qu'il ait une autorisation du procureur. Oui, mais alors la difficulté dans ce dossier, c'est qu'il y a quand même un numéro de téléphone commun à la SCI et à l'étude. Il se sert manifestement de son titre d'huissier pour faire promotion de ces différents immeubles. Et c'est particulièrement grave et évoqué par le décret comme une cause de révocation par monsieur le procureur de la République. En ce qui nous concerne, c'est loin d'être terminé. Nous continuons bien sûr en antenne à nous battre pour vous, d'accord? Merci à tous les deux. Ne vous inquiétez pas, on s'en occupe. Merci à tous les deux. On vous raccompagne. On espère vraiment que là, on va vraiment aboutir à quelque chose et surtout qu'ils prennent conscience qu'il ne faut pas rester comme ça sans nous donner de réponse et d'éléments positifs pour terminer ces travaux en tout cas.